Allez, nous sommes donc dans la séquence architecture, urbanisme et paysage. Regard croisé sur le développement des villes et les changements climatiques. C'est bien un regard croisé, une séquence regard croisé qu'on vous propose à présent pour clôturer cette première journée de Toulouse demain. Ça va, tout le monde va bien? Bon, si vous avez froid, on monte le chauffage, hein. N'hésitez pas à me le dire, vous me faites signe. Un regard croisé d'environ 1 heure, on va faire comme les autres tables rondes, une discussion d'1 heure et puis ensuite on vous laissera la parole. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants. Avant ce regard croisé, cette table ronde en préambule, j'aimerais laisser la parole à Julien Goupil d'Empreinte Citoyenne. Bonjour Julien, bonjour. Merci d'être là. Qu'est-ce que c'est Empreinte Citoyenne? Alors Empreinte Citoyenne, c'est une association d'intérêt général qui fête ses 10 ans cette année. Elle est dépositaire du label national Villages et Villes Citoyennes, un label qui a vocation à accompagner justement la transition des villes, qui deviennent des espaces de coopération, des espaces où on ne fait plus pour le citoyen, mais avec le citoyen. Vous avez donc lancé une consultation citoyenne en amont de cet événement. Expliquez-nous comment vous allez travailler et puis qu'est-ce que vous allez en faire de cette consultation citoyenne? Voilà, donc c'est toute l'expertise évidemment de l'association que d'accompagner les territoires à développer ces consultations. Nous on part du principe qu'un projet acceptable en fin de compte, c'est à la croisée, eh bien, il y a le désirable de l'habitant, il y a le souhaitable du politique et il y a le faisable des professionnels. Donc évidemment, nous on essaye de porter la parole de ce désirable-là. Et donc Toulouse demain, c'est toute, j'ai envie de dire, la valeur ajoutée aussi de cet événement qui aujourd'hui, demain et après-demain va proposer une programmation qui s'est inspirée justement de cette consultation. C'était tout l'enjeu, d'aller vers les habitants pour capter aussi leurs préoccupations, les thématiques qui les animent et de pouvoir construire et ajuster cette programmation pour être au plus près de leurs attentes. Là, je suis très heureux parce que je sais qu'en plus, il y a des professionnels qui sont très sensibles à ces démarches et à ces façons de faire. Complètement, on va en parler. Qu'est-ce que vous allez faire de cette consultation citoyenne? Ça ne va pas partir comme ça Qu'est-ce qu'on va faire de Toulouse demain déjà au sens large? Et la consultation citoyenne, déjà une première étape, a permis en effet un ajustement, j'ai envie de dire, de la programmation élaborée par Jacques Rosen, commissaire général. On salue Jacques. Hein. C'est l'occasion de te faire un petit Ce casting, c'est lui. Hein. Bravo Jacques, hein, et merci. Et ensuite, le dialogue citoyen continue. Hein. On a évidemment l'équipe aussi d'Empreinte Citoyenne, que je salue aussi, et qui fait des témoignages et qui va capter la parole des habitants sur ces différentes journées. L'enjeu, c'est de se constituer une matière. On a la parole des professionnels qui se passe sur la tribune, la parole des habitants qui se passe dans les tribunes, mais également dans les allées. Et donc tout ça va nous permettre de construire justement cette matière et cette mémoire de Toulouse demain. Merci Julien. Justement, moi je vous propose que les Toulousains, on les entende, puisque vous les avez interviewés sur ce qu'ils attendent de leur ville, ce qu'ils attendent de Toulouse. On regarde tout de suite une première petite vidéo. Un petit extrait en effet. Réaménager la ville pour enlever les voitures, faire des zones plus piétonnes, vélo, etc. Et rajouter des zones de verdure, etc. Typiquement, on n'est pas à la chaleur, c'est des zones qui sont cherchées parce que les ombres par les bâtiments, ça ne pas faire. Supprimer les places de voitures qui, au final, sont utilisées pour 3 ou 4 personnes pour en faire des espaces verts, végétaliser, mettre des bacs, faire des compost par exemple, des choses comme ça. On sait très bien, dès qu'il y a des arbres, dès qu'il y a du vert, il fait moins chaud. Bon, vous allez me dire, il fait chaud 2 mois par an, mais est-ce que ça va durer dans le futur? On n'en sait rien. Peut-être des endroits qui s'y prêtent plus aussi, des villes qui, je pense à Avignon, et pourtant Dieu sait s'il fait chaud à Avignon, mais ils ont vraiment végétalisé depuis une quinzaine d'années, c'est impressionnant. Montpellier aussi a fait des efforts dans ce domaine. La voiture incendie, je pense que c'est une bêtise parce que ça dessert les petits commerces qui ont besoin de ça, donc ça empêche les gens de venir, qui ne sont pas du centre-ville, ça empêche les gens de venir, donc ça fait mourir les petits commerces. Voilà, aujourd'hui réduire la voiture, c'est peut-être nécessaire, mais pas du tout adapté parce qu'il n'y a pas grand-chose en face. Le vélo, toujours le vélo, les piétons, toujours les piétons, avec bien entendu une capacité pour les gens de l'extérieur d'arriver facilement prendre les transports en commun quand il y a. Avoir vraiment des lignes vélo que vélo. Plus larges, ouais, pour éviter que les voitures nous frottent. Ça serait pas mal. En termes d'aménagement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'amélioration du réseau cyclable, de mettre en place un schéma directeur global pour créer non pas juste des simples pistes
cyclable et un axe réseau routier intelligent, effectif. Je pense que vous avez créé des rues passantes en vélo qui permettent de vraiment faire des lignes droites assez conséquentes, ça peut être vraiment intéressant. Par exemple, à Amsterdam, il y a énormément de vélos, il y a un méga garage près de la gare qui est très très utilisé et ça peut être une idée. Et je pense aussi qu'il manque beaucoup de WC. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, Oui, c'est vrai. Cet été en Slovénie, par exemple, dans la capitale, il y a de l'eau potable partout, à disposition des gens. Ils incitent beaucoup avec les gourdes et tout pour en boire comme ça. Des infrastructures plus ludiques, on va dire, pour attirer les gens. Par exemple, je sais que dans une ville, il y a un téléphérique qui traverse en gros un fleuve. Je me dis que ça peut être drôle de traverser ça, de passer de la dorade jusqu'à de l'autre côté avec un téléphérique. Voilà. J'espère qu'il est archi cool, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller. On est à pas mal d'activités, autant en sport que de trucs chill, des qu'on peut se poser, de la lecture, des jeux de société et tout. Donc c'est trop bien. Là pour l'été, s'il y avait un truc comme ça, en vrai, même l'hiver et tout, ça pourrait être sympa. Enfin, genre tout le reste de l'année, pas que l'été. Mais ouais, c'est cool. Je pense que ça a mixé vraiment plein de gens autour de bonnes valeurs et je pense que c'est ça qui est. Voilà, on vient de les entendre, c'est toulousain. Alors, ce qui revient, plus de vélos, enfin plus de place pour les vélos, plus de végétaux, des WC publics. Alors là, vous avez évidemment juste un petit extrait, Évidemment. puisque pendant les 2 jours, on va pouvoir diffuser Oui. en effet des micro-trottoirs contextualisés. Là, l'idée, c'était de montrer en effet qu'il y a déjà différents profils de Toulousains, différentes façons d'interpréter les problématiques. Je crois que c'est tout l'enjeu ensuite, une fois qu'on a capté ce désirable, eh bien, de permettre aux professionnels de composer avec celle-ci, de l'intégrer pour aller vers l'acceptable. Et je crois qu'on va avoir 3 témoignages assez inspirants. En effet, merci beaucoup Julien et Merci on se retrouve dimanche matin dans une table ronde. À dimanche Julien, merci beaucoup. Allez, venez nous retrouver Jacqueline et Alfred. Donc regard croisé, urbaniste, paysagiste, architecte. Il s'agit d'un échange entre 3 agences qui portent la question du devenir des villes depuis de nombreuses années. C'est leur métier. Les 3 interlocuteurs ont un regard assez différent, ou pas, on va voir, sur la ville et sur son évolution. Au-delà de l'accord sur l'importance de la prise en compte du paysage, de l'écologie et de la vie de la population, on va voir avec eux que des avis et des projets et des propositions différentes existent. J'aimerais démarrer avec vous, Michele. Buongiorno. Buongiorno. Comme on dit. Michele Circhella, vous êtes architecte associé à l'agence Richez à Paris-Bastille et puis vous avez ouvert une agence ici à Toulouse qui a été jusqu'à présent basée pas de doigts, mais vous déménagez pour vous rapprocher du cœur de ville puisque vous allez vous installer entre les Carmes et Esquirol en face de la CCI, c'est bien ça? Exactement, dans la place de Rouex. Place Rouex, exactement. Alors, l'agence Richez associée pratique une approche globale et transversale de la conception. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour vous, ce concept. Oui, bon, merci. Bon, déjà, un grand merci. Bonjour à tout le monde. J'ai suivi pas mal d'interventions hyper intéressantes aujourd'hui. Je pense qu'on va être obligé de se répéter un peu. Mais je sais, le format de ce forum, il est génial parce qu'avant tout, c'est ouvert au public et aux étudiants. Et quelqu'un m'a appris que la pédagogie, c'est de la répétition. Donc, c'est vrai. On va forcément répéter ça, mais c'est très intéressant. Donc, effectivement, on voyait juste un peu quelques... C'est pas des images, c'est vraiment notre façon d'être. Donc, comme tu l'as dit, Sophie, notre approche globale, lui aussi, il se compose d'un lien très subtil entre l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Après, nous, à l'agence, la première question qu'on se pose, où est l'architecture? Quelle est la limite de l'architecture? En réalité, notre point de vue, qu'il n'y en a pas. Tout est architecture. Toutes les personnes, tous les usagers au cœur de nos projets participent à l'architecture. Ça va de l'échelle du piéton jusqu'au paysage, jusqu'au bâtiment. Donc ça. Notre façon d'être, c'est déjà d'avoir un groupe qui est composé déjà par nous-mêmes. Moi, je suis architecte, Thomas, ingénieur et architecte, avec Céline aussi. Vincent Côté, mon associé, qui est par là aussi, paysagiste et urbaniste. Donc, vous voyez, déjà, c'est un choix de ne pas assumer le fait de dire, moi, architecte, je fais les 3 disciplines. Oui, en fait, il y a 3 pôles de compétences, mais qui travaillent ensemble. Exactement. Ouais. Et ces pôles, derrière nous, il y a des équipes organisées par, on appelle ça des studios, d'une vingtaine de personnes, que nous dirigeons, mais que surtout, notre rôle,
c'est de les mettre en corrélation, de les désiloter. Il ne faut surtout pas que l'architecte travaille sur l'architecture, le paysage et l'urbaniste à côté. Donc c'est un rôle vraiment de lien dans ces trois disciplines. Ça doit donner lieu à des débats d'idées hyper intéressants, j'imagine. Exactement. En plus, on remplit ça avec beaucoup de nationalités. On a 24 nationalités. Génial. Mon petit accent, il ne faut pas que vous laissiez trahir, parce que j'étais toulousain aussi, Ah, donc j'ai eu une d'accord. dizaine d'années une agence ici. Mais c'est, à part la petite blague, c'est assez enrichissant, c'est Évidemment. quelque chose d'extraordinaire. Alors, depuis 40 ans, vous m'avez dit que vous réalisez des bâtis à faible impact écologique, des projets d'aménagement qui prônent une urbanité durable et qui respectent évidemment la biodiversité des lieux sur lesquels elle intervient. Donnez-nous des exemples, Michele, de projets sur lesquels vous travaillez. Bon, mais super. Peut-être on peut afficher. J'amenais juste 2-3 exemples. Voilà, on le voit à l'écran. Ce sont des projets soit en cours, soit en étude, soit construits. Mais surtout, c'est un peu le résultat de cette collaboration très fine entre les trois disciplines qui nous passionnent. Avant tout, la question, et là je vais plutôt parler dans mon rôle, je vais aller plutôt sur le projet d'architecture, parce que Jacqueline et Alfred, ils sont des super, on va dire, on n'aurait pas dû les mettre à partenaires. côté parce qu'ils sont copains, ils n'arrêtent pas de bavarder. Voilà, ça va Non, mais bon, donc là je porte un regard, ce qui était l'objectif, vraiment sur l'architecture. Un exemple, un projet en étude aujourd'hui, alors il a été évoqué, on a parlé du déjà là longuement. Oui. Le déjà là, qu'est-ce que c'est? Ça peut être avant tout une ressource, ça peut être de l'existence, ça peut être un quartier qu'il faut recoudre, qu'il faut réparer, voilà, parce qu'on l'a hérité. Et donc nous, on travaille sur ces principes. Donc un des exemples, là je vous parle plutôt de la ressource. Par exemple, ce que nous avons appelé cet exemple que nous suivons, et le titre, son concept, c'est habiter la terre. La terre de ce site, on la réutilise, évidemment, en l'adaptant aux technologies que nous avons aujourd'hui à disposition. On met la matière où il faut, on met l'inertie où il la faut, pour répondre à pas mal de sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Et donc, il y a des masses, des épaisseurs. Ça, c'est en particulier, c'est dans les Yvelines, à Buc, donc à côté de Versailles. Ça va tout. Et donc, il y avait un sujet avant tout de pas pouvoir creuser, mais utiliser la terre. Donc, on a fait du positif, du négatif au positif. On a récupéré la terre, on l'a mis en place. Ce sont des études que nous menons aussi avec des experts, évidemment, notamment Salima Nagy, que je veux citer, qui a pas mal fait des exemples sur Maroc avec des sujets sismiques. Bon, malheureusement, c'est d'actualité. Et donc, voilà, ça fait vraiment partie de notre cœur de donc ça, c'est un premier exemple. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. On peut regarder l'autre. Avant d'arriver à Toulouse, je crois qu'il y en a un autre. Hein. Voilà. Avant d'arriver à Toulouse, alors là, on est à Bessancourt. C'est un autre exemple. C'est notre façon de composer avec le végétal, l'urbanisme et l'architecture aussi. Le végétal, il était là. Le patrimoine était là. Il y avait une structure arborée qui était là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a composé le plan tout en préservant le patrimoine végétal existant. L'objectif, c'était évidemment s'inscrire avec douceur. Il y a des choses évidentes parce qu'on s'était déjà dit, on a mis la voiture à l'extérieur, on l'a dit, on a privilégié des axes qui irriguent ce quartier, mais avant tout, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que l'usager, l'habitant, dès qu'il arrive, il est déjà... Cette photo, c'est une photo de la livraison. Donc, vous voyez, vous arrivez, vous êtes déjà dans un parc et tout. Donc ça, mais c'est des corrections, je dirais, que dans les études, ils ont été faites dans l'approche globale qu'on a citée. Et donc, vous venez de remporter le projet de la soufflerie de Toulouse. Merci. Voilà. Je crois qu'il y a une photo aussi. C'est la slide suivante. Je suis honoré parce qu'en plus, il y a toute la maquette du CEAT à notre droite et tout. Alors, ce projet-là aussi, pour moi, c'est la synthèse de tout le travail qui était fait avant tout par l'urbaniste. Alors, on précise que cette soufflerie servait pour les tests aéronautiques il y a quelques années. Et donc là, il s'agit de l'étendre. C'est une extension. Avant tout de réemployer ce site, de donner une nouvelle vie à ce volume
qu'il est d'une plasticité, d'une lumière et de l'air qui est magnifique. Voilà, on mettait les maquettes d'avions. Il y a un attachement, un ancrage là historique avec la ville de Toulouse. C'est voilà, quelque chose. Alors, quelles étaient vos contraintes et comment vous avez contourné ces contraintes? Alors, exactement. Alors, nos contraintes, déjà, c'était de le voir étendre aussi, parce qu'il faut créer un lieu que pour nous, il doit être un activateur urbain de ce nouveau quartier. On a vu le succès de la cartoucherie. On était hier. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, ces quartiers qui étaient un peu délaissés et tout. Moi, j'habitais rue des Fontaines, je passais la cartoucherie pendant des années. On avait presque peur de passer le soir. Hein. Voilà, disons les choses. Quand je vois ça, je dis, mais voilà, ça, c'est la voie. On réutilise, on réemploie déjà avec ce qu'il a. Donc, la soufflerie, ce n'est notre exemple. Donc, pour le quartier de Guillaumet, hein, sous Joliment. Et les contraintes, c'était de préserver ce volume, donc de faire un tiers-lieu, et de l'étendre. Alors, comme il fallait l'étendre, que c'était une contrainte. Une contrainte qu'on s'est donnée, en plus, c'est qu'il fallait qu'elle soit démonstrateur de toutes les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. C'est-à-dire, avant tout, faire de la pédagogie aux Toulousains. Parce que aujourd'hui, tout le monde se questionne d'une consommation modérée, que ce soit dans l'urbain, dans la matière, mais il y avait déjà là de matière. Donc, il fallait le récupérer. On s'est donné cette contrainte. On est allé juste à récupérer le béton concassé. Voilà, c'est ça. Il était. Une partie des briques, donc il y a un double volume, mais surtout, il fallait qu'il y ait un totem qui l'indique, au-delà d'avoir un lieu d'animation sociale, mais quelque chose, c'est sous l'entrée de ce quartier, donc c'est quelque chose que tout le monde verra, mais quelque chose qui envoie un message et continue à transmettre ce message, ce sera une réponse à toutes les problématiques qu'on a évoquées depuis ce matin. Donc voilà. Merci Michele. On revient à vous tout à l'heure pour d'autres questions. Je voudrais qu'on entende Alfred Peter, paysagiste, urbaniste. Alors, vous, Alfred, vous avez beaucoup influencé le travail des paysagistes autour des infrastructures de transport. De quelle manière? Expliquez-nous. Oui, alors, collez le micro au menton. Quand il y a une route à arracher quelque part en France, en général, on fait appel à nous. Donc, je suis un peu l'anti-ministère de l'équipement ou pour les chaussées d'une certaine époque. C'est qu'on est, de ce point de vue-là, dans la déconstruction. Ouais. J'ai commencé par les ronds-points il y a une vingtaine d'années, mais j'ai compris qu'on en déconstruisait un, ils en construisaient 10 en même temps. Donc, j'avais une sorte de marché infini quasiment sur ce sujet. Mais au bout d'un certain moment, ça ne vous amuse plus. Donc, on est passé à la transformation des autoroutes, des voies express. On me dit qu'il faut coller bien le micro. Regardez, comme ça. Cet héritage du tout automobile, disons, qui a été très longtemps un peu le cœur de l'activité. Pas simplement parce que j'ai jamais eu de voiture dans ma vie, mais parce que simplement, je pense que aujourd'hui, dans cette recomposition, restructuration urbaine, la question totalement prédominante ou proéminente des infrastructures de transport est un des leviers les plus importants pour cette transition. Vous êtes quasiment à l'origine des tramways aussi. Vous avez travaillé. Je ne sais pas à l'origine du tramway, il existait dans les années. Oui, évidemment, mais du tramway moderne, on va dire. Disons qu'on a toujours un peu cherché à puiser dans d'autres domaines pour essayer de travailler dans notre domaine. Vous voyez, l'avantage dans les infrastructures de transport, c'est que vous avez un budget, un maître d'ouvrage et une date d'inauguration. En urbanisme, on a le moyen terme, le long terme, mais tout ça c'est très flou et souvent dans des temporalités qui sont trop longues, quoi, et donc réutiliser finalement ce budget énorme, ce qui est d'une certaine manière avec les tramways, on a un peu détourné le versement transport des entreprises en prenant finalement dans ce pot de miel très juteux l'énergie financière qui était nécessaire pour fabriquer du paysage urbain. Donc c'est un peu un détournement de fond quelque part, mais qui a été quand même un grand succès, puisque c'est vrai que dans les années 90, quand on avait commencé à travailler sur ces sujets-là, on nous prenait pour des fous, les commerçants nous couraient après dans la rue en criant « assassin ». Et puis, oui, voilà, ça s'est quand même propagé très rapidement, pratiquement dans toutes les villes de France, y compris dans Toulouse, où j'ai fait un petit morceau.
Alors, un sujet qui nous intéresse hautement ce week-end, c'est que vous travaillez aujourd'hui sur la climatisation de la ville. Expliquez-nous comment on fabrique un climatiseur urbain dans une ville comme Toulouse. Là, il y a des contraintes. Hein. Je pense que vous avez choisi le bon endroit pour oui, parler. Ici, particulièrement, oui, on est d'accord. Dans les bulletins météorologiques, on parle souvent des dômes de chaleur. Oui. Donc, je pense que c'était involontairement une bonne illustration de ce que c'est un dôme de chaleur. Donc, de ce point de vue-là, bravo. Et je pense que c'est quand même très anachronique, même à Toulouse, que le 6 octobre, on est 30 degrés à midi. Oui, il ne faut pas s'en réjouir. Hein. Moi, je ne peux pas faire du catastrophisme du climat, parce que pour ça, on a les médias sont pleins de tous les jours quasiment d'articles. Des catastrophes récurrentes au changement climatique aussi, il y en a pratiquement une par jour. Certains en parlent parce que c'est soit des pays développés ou des catastrophes avec des très, très fortes incidences sur les populations. Mais vous voyez, même la question de la migration aujourd'hui, qui est un sujet avec lequel personne n'arrive à se dépatouiller, c'est un sujet climatique, entre autres. Alors, pour revenir sur la question du climatiseur à Toulouse, vous m'avez dit on procède avec l'inversion du regard. Qu'est-ce que c'est que l'inversion du regard? Oui, c'est un vrai défi d'expliquer ça en 2 minutes, mais disons que ça fait très très longtemps que j'ai travaillé sur cette idée que si on voulait travailler notamment dans le périurbain, il fallait non pas regarder la ville de l'intérieur vers l'extérieur, mais l'inverse. Pendant toujours, hein, mais de la repenser de l'extérieur vers l'intérieur. Et cette idée de cette inversion du regard qui est née dans les années 80-90, finalement elle n'a eu aucun succès parce qu'il n'y avait aucune énergie pour l'appliquer. Et finalement, avec le climat, aujourd'hui, je trouve un outil qui permet d'appliquer cette idée en prenant cette hypothèse que, bon, il y a en journée, vous pouvez plus ou moins adoucir la chaleur avec tout ce qui a été évoqué dans le film. Les gens l'ont bien compris, ça, qu'il faut mettre du vert, mais ça va juste un peu amoindrir la douleur en journée. Mais le vrai changement, c'est la nuit. Quand vous êtes ici, par exemple, et probablement quelque part sur une forêt qui se trouve en périurbain, vers minuit, vous aurez à peu près une dizaine de degrés de différence. Oui. Or, l'enjeu pour les villes, c'est la nuit. C'est à partir de 27 degrés, vous ne dormez plus. Et à partir du moment où les gens ne dorment plus, ça commence à devenir un problème de santé publique. Et donc, il faut... donc, la solution, c'est quoi? Et le principe est de fabriquer un espèce d'énorme frigidaire qui permet d'accentuer la machine à fabriquer du froid à l'extérieur, puisque c'est les forêts, les zones humides et l'agriculture diversifiée qui sont les 3 moteurs, disons, de ce frigidaire. Et ensuite, il faut trouver les gaines de ventilation qui permettent, puisqu'il y a automatiquement un déplacement naturel de l'air froid vers le chaud, toujours, des gaines de ventilation qui permettent de faire rentrer cet air frais qui est fabriqué à l'extérieur au cœur des villes. Donc c'est exactement le cas de la Garonne, les canaux. Voilà, c'était ma prochaine question. Les cours d'eau sont des gaines de ventilation naturelle qui permettent de faire circuler cet air frais, mais ça ne suffit pas. Et dans un moment où je vois à Toulouse, mais pas qu'à Toulouse, on est dans une vraie phase de densification des villes. Moi, je parle de la dédensification parce qu'il faut, à certains endroits bien choisis, et on a aujourd'hui des outils qui permettent de simuler très très précisément qu'est-ce qu'il faut faire à l'extérieur, combien il faut de forêts, combien il faut de zones humides, et aussi par comment on va le faire entrer l'air frais en ville. Et ça passe, c'est un peu l'ironie, par des autoroutes par exemple qui sont continues, donc qui permettent de... C'est tout lié à la topographie, aux obstacles naturels, pour faire cette migration d'air frais la nuit, qui complémente ou que complémente le travail sur le verre dans la journée. C'est très très intéressant ces idées-là, d'utiliser à la fois la Garonne et puis la forêt de Bouconne, par exemple, à l'extérieur de Toulouse. Mais comment concrètement on installe
ces courants d'air qui nous apportent de l'air, à la fois de la Garonne, à la fois des forêts. Comment concrètement on met ça en place dans une ville comme la nôtre? Ce que je vous raconte là, c'est une histoire pour l'urbanisme dans le siècle qui vient. Je n'ai pas eu une commande sur la question du climat. Tout ça, c'est des choses qu'on a fait dans nos propres laboratoires. On commence à avoir des outils de simulation très précises, donc qui nous permettent de scientifiquement étayer nos intuitions. Et ensuite, c'est tout un changement de paradigme en matière de la pensée urbaine, dans laquelle, et c'est pour ça que je trouve que ce qui m'intéresse le plus dans cette démarche, c'est que le climat est aussi une stratégie urbaine. Ce n'est pas simplement une question scientifique de rafraîchissement de la ville, mais tout ce qui aujourd'hui est un peu au fin fond des villes va être mis en vitrine si on reprend le sujet dans l'autre sens. Et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui dans le périurbain, c'est d'avoir cette possibilité de travailler de façon extrêmement volontariste sur des tissus qui sont, ma foi, les enjeux les plus secondaires qui existent dans les villes. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Il y a encore des solutions. Jacqueline Hosty, paysagiste, urbaniste. Alors, Jacqueline, vous avez eu 2 fois le prix national du paysage, c'était en 2005 et en 2018, à la fois pour le parc Saint-Pierre à Amiens et la promenade fluviale à Rouen. Et également le Grand Prix de l'urbanisme en 2020 pour le travail sur plusieurs projets, notamment le projet urbain de l'île de Nantes, sur lequel vous travaillez actuellement, en plus du quartier Flaubert à Rouen. Donc bravo pour tous ces prix. Vous travaillez, vous, sur le faire agir, vous m'avez dit, du paysage comme un moteur de régénérescence des tissus urbains et des rapports humains dans la ville. Et vous travaillez notamment à Toulouse sur le parc du Canal. Alors expliquez-nous comment vous avez appréhendé ce projet du parc du Canal. Et là aussi, on va voir des slides. Est-ce que là, ça marche? Oui, c'est bon. Écoutez, le grand parc Canal... Non, je crois qu'on ne vous entend pas beaucoup. Si? On entend Jacqueline ou pas? Non. Prenez ce... Ça marche comme ça? Il faut vraiment... Oui, parlez peut-être un peu plus fort. Ouais, moi, super. Je m'entends pas, mais bon. Comment j'ai apporté... Je pense que l'exemple du Grand Parc Canal, puisqu'on parle de ces couloirs de fraîcheur, le Grand Parc Canal, c'est un des exemples. Et je vais dire que je l'ai appréhendé très simplement, parce qu'on parle de Grand Parc Canal. Or, il y a le projet urbain de Toulouse qui s'appuie sur qui est structuré par 5 grands parcs qui sont le long des cours d'eau. Et tous portent le nom de leur cours d'eau. Il y a le grand parc Garonne, il y a le grand parc de l'Herms, il y a les 2 autres grands parcs, et il y a le grand parc Canal. Alors dans le canal, on a en fait affaire à 3 canaux. Oui. On a le canal de Garonne, on a le canal du Midi, on a le canal de Brienne. Et en fait, on est parti très simplement en se disant, pourquoi grand parc? C'est quoi un parc? C'est un lieu où on va chercher de la nature, on va se détendre, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu de contemplation, mais c'est un lieu de rencontre et d'usage. Donc on s'est vraiment posé la question comme ça. Après, je reviendrai plus largement sur la question de l'urbanisme. Et donc on a abordé la question comment on peut faire de ce canal, quand on voit le canal du Midi ou le canal de Brienne, on a en tête cette image mythique de la cathédrale, une sorte de cathédrale végétale, par la voûte donnée par la voûte des platanes au-dessus d'un miroir d'eau. Voilà, c'est cette image qu'on a et on se dit c'est formidable, c'est une vraie pépite, on a cette espèce d'infiltration dans la ville. Et puis à côté de ça, c'est aussi une rocade. Et là, on rejoint ce que disait Peter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le canal, c'est une rocade dans Toulouse. Et on ne profite pas de cette pépite incroyable à l'heure d'aujourd'hui où on se pose les questions du climat, où on se pose la question d'amener la nature en ville pour le confort, pour le bien-être des gens. C'est une occasion formidable. Et là, c'est là où on a commencé à travailler, mais ce n'est pas un sujet facile, parce que qui dit toucher à la voiture, changer des modes de fonctionnement. Et là, on est parti sur le fait, en se disant, le parc Canal, on va diminuer la place de la voiture, je dis la place dédiée à la voiture, de 50%. C'est l'objectif, en répartissant ces 50% restants entre des modes de transport qui sont les bus,
les vélos et les piétons, parce qu'aujourd'hui, marcher le long du canal, c'est une vraie... je vous invite à le faire, vous verrez, c'est très, très, très compliqué, alors qu'on a ce paysage absolument merveilleux. Donc, en fait, on a commencé par ça, et puis après, on s'est dit, on va travailler ce parc. C'est comme un parc, on va chercher un parc, ça va de façade à façade, et il y aura des voitures, effectivement, des bus qui vont passer. Comment on gagne aussi de la place, donc gagner de la place pour les transports en commun, les vélos, les piétons, et pour la nature, même si l'espace est étroit. On travaille dans 75 à 80 mètres de large, avec le plan d'eau au milieu. Et puis, à partir de là, on s'est dit c'est un véritable vecteur de diffusion de la nature dans la ville, donc aussi de fraîcheur. Et aussi, on a commencé à réfléchir sur l'épaisseur du canal à l'intérieur des quartiers, autour, quand on est le long du canal de Garonne, comment on va chercher la Garonne, comment on traverse le tissu, les terrains agricoles, comment on relie la ville et comment on réoriente, parce que tout au début, quand il y a eu le canal de Riquet, bon, il y a eu cette infrastructure d'eau hydraulique qui était là pour le transport des marchandises par bateau. Ensuite, la ville s'est construite un peu tout autour en prenant compte, on allait chercher, il y avait des vues, il y avait des orientations vers le canal, et puis progressivement, ça a été récupéré comme un tuyau à voiture. Voilà. Donc là, on travaille là-dessus, dans ce sens-là, et avant de penser, évidemment, on pense comment on se sert du paysage pour faire la ville. Et bien là, c'est un exemple typiquement où on est dans cette complexité. Aujourd'hui, l'espace public devient un espace de plus en plus complexe, puisqu'on doit accueillir le fonctionnement. Il faut que ça fonctionne, la ville, quand même, dans cette circulation. Et c'est là où l'espace, d'aborder la ville par l'espace ouvert, au lieu de penser la ville par le bâti, ce que disait Alfred, de l'extérieur vers l'intérieur, et non pas... Et je pense que c'est vraiment une autre manière de regarder et d'appliquer, de réfléchir l'urbanisme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus... on est dans je pense qu'il faut réfléchir l'espace, le paysage ouvert comme un lieu d'infiltration de la nature en ville. De lieu, c'est un lieu de circulation. L'espace ouvert, ça sert à relier. Ce sont des lieux d'échange, ce sont des lieux de flux, ce sont des lieux de conflit, ce sont des lieux de retrouvailles, et ce sont des liens qui créent du lien entre des quartiers, entre des villes. Et vous allez même plus loin, Jacqueline, pardon, je vous interromps, vous allez plus loin parce que vous dites que le paysage peut être moteur de régénérescence des tissus urbains et même des rapports humains dans la ville. Dans la mesure où, quand on crée, là par exemple, le grand parc canal, il existe, enfin le canal existe, donc pourquoi autant profiter de cette magnifique occasion? Quand on arrive dans de nouveaux quartiers, on peut travailler l'infiltration, travailler cette imbrication du bâti et du paysage pour assurer les continuités, les flux de circulation, les flux piétons, mettre en relation les différents quartiers. Ici, le parc canal, c'est 30 km de canaux qui traversent différents quartiers, qui lient périphérie et centralité. C'est vraiment un lien, un parc linéaire à cette échelle-là. C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir s'appuyer sur une infrastructure de cette ampleur-là. À tous les trois, j'ai envie de vous poser la même question. Finalement, quelle place prennent aujourd'hui la prise en compte du paysage, de l'écologie et la vie de la population dans les différents projets que vous menez? Michele. Alors, effectivement, cette réponse est assez complète, mais question assez complète. Pour rebondir sur ce que dit Jacqueline, effectivement, nous avons ici essayé de translater ce principe dans la rue secondaire métropolitaine. Quelle place donner le paysage, comment régénérer ces rues, qui ne sont pas les grands axes urbains, mais les secondaires. On a un projet en cours de recherche, c'est la rue commune, que nous développons avec l'ADEME et le Fit Tank de Vinci. Et quelle est la base de ce concept? C'est avant tout, Toulouse aujourd'hui, il fait chaud, Toulouse dans 5-10 ans, il aura le même climat de Séville. Oui, ça. On le sait,
les pays méditerranéens, ils nous ont appris pas mal de choses. Voilà. Déjà, l'espace de la rue, c'est un espace aussi, un canal de ventilation, là aussi. Si, par contre, on le dégage, on le libère de la voiture, ça ne veut pas dire que la voiture, sur les rues secondaires, elle doit continuer à exister. Il y en a besoin, on a besoin dans la vie quotidienne, mais déjà de libérer ça au niveau du volume et en même temps recréer ces relations humaines, parce qu'on remet toujours l'humain au centre de notre objectif, de notre profession, recréer ces relations qui démarrent de la rue, des enfants qui jouent, des personnes qui peuvent habiter la rue, une rue qui sera par contre régénérée par le paysage, avec une place d'eau. Donc ça c'est une méthode que nous avons mis en place et que continuons à développer. Déjà, on a des premières études de certaines métropoles ou villes secondaires, on va dire. Alfred, quelle place tiennent l'écologie, la vie des habitants et puis le paysage dans les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Nous, on ne travaille que sur des projets de paysage, donc c'est... Mais le paysage, l'écologie au sens large et la vie de la population. Pour moi, c'est le même métier. Donc, et ce qui est évident, et c'est pas pour rien que Jacqueline est devenue Grand Prix d'urbanisme, c'est que aujourd'hui, la place du paysage dans les projets de développement urbain n'est plus un accessoire, c'est devenu un sujet majeur. Je considère que ce combat-là, il est gagné. Depuis combien de temps? Jacqueline est peut-être un peu plus réservée sur cette idée, mais plus personne n'imagine aujourd'hui se lancer dans un grand projet de développement urbain sans que le paysage soit un élément fondateur. C'est ce que je ressens dans tous les projets sur lesquels je travaille. Jusqu'où on peut pousser cette idée? Ça, c'est intéressant, puisque avec Mathis Müller, qui était dans cette magnifique dans ce dôme de chaleur à midi, je vous encourage, on travaille sur le Luxembourg, sur un projet de développement urbain dans lequel il n'y a plus de route. Vous voyez, donc on a poussé la logique jusqu'au bout en disant, au fond, la matrice, la cohérence que tenaient à une époque les infrastructures, on peut les substituer aujourd'hui en les dévoluant au paysage à condition d'avoir vraiment envie de le faire. Donc il n'y a pas de limite dans ce domaine, mais ce combat-là, je pense qu'il est gagné. Celui sur les infrastructures, tu as bien résumé la situation toulousaine. Je comprends absolument pourquoi il y a des routes le long du canal. Ce n'est pas 50% que je voudrais, c'est 100%. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on tergiverse sur ce sujet-là. C'est une évidence, c'est soutenu par la population. Et ma foi, il y aura toujours une résistance endémique, disons, de personnes qui sont indécrotablement chevillées à la voiture. Mais finalement, qu'ils existent encore, ça me rassure presque. Et je dis souvent aux élus, si vous avez un projet et que les commerçants sont pour, vous avez du souci à vous faire. On en profite pour saluer notre illustrateur Nicolas qui nous accompagne brillamment depuis le début de cet événement, voilà, qui nous fait des petites illustrations. Bravo Nicolas, merci d'être là avec nous. Jacqueline, cette bascule, elle s'est faite quand? Le fait de prendre vraiment en considération le paysage dans tous les projets d'urbanisme aujourd'hui. C'est vrai que le paysage, la nature, est devenu un élément prépondérant. Vous diriez quoi? Ça date d'une décennie, moins que ça? Je pense que c'est... Alors, nous, c'est vrai que les paysagistes, la question, on est confrontés, notre matériau, c'est le vivant. Et pour les arbres, c'est vivant. L'eau, c'est... Voilà, on travaille avec des écosystèmes, et il faut quand on fait un projet de paysage, qui n'est qu'en fait le paysage, c'est un morceau de territoire perçu par les habitants. Donc quand on parle de la vie, c'est la végétation, les arbres, les animaux, les hommes. Et en fait, on travaille avec ce matériau-là. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de dire, l'arbre n'est pas que décoratif. Il devient d'ailleurs, on lui demande de plus en plus de choses. Ça devient très complexe, c'est presque un couteau suisse maintenant. Il faut qu'il fasse de l'ombre, il faut qu'il apporte de la fraîcheur, il faut qu'il apporte de la lumière. Enfin bref, c'est vraiment... On calcule maintenant, on est beaucoup dans le quantitatif. Des fois on oublie le qualitatif, mais c'est encore une autre histoire.
Donc moi, je pense que c'est quelque chose que nous, on prend en compte parce qu'on travaille avec. Et puis après, petit à petit, il y a eu des questions. Ça a commencé par la technique d'ailleurs, mettre moins de tuyaux, comment on peut gérer les eaux pluviales en surface. Et petit à petit, ce qui était considéré avant les marais, il y a un certain temps, les marais, c'était des endroits plutôt maléfiques et pas très attractifs. Aujourd'hui, on les défend avec... voilà, oui, parce qu'on sait qu'ils ont une vraie fonction. Donc il y a un vrai changement du regard qui s'est fait de plus en plus à travers les sociétés. Et au niveau de la profession, c'est vrai que la question, et je rejoins Alfred sur la question du paysage, c'est bien sûr, c'est aussi, il y a l'environnement, il y a la nature, il y a les hommes, il y a vraiment énormément de choses sous ce chapeau du paysage. Et je pense que cette prise en compte de l'environnement aide à mettre le paysage, sa prise en compte à la protection du sol, à garder ce sol, faire des socles de ville qui soient vivants, donc des imperméabilisations, le fait de pouvoir planter, de mieux gérer les eaux, etc., de débituminer. Et ça rentre de plus en plus dans la culture, même si ça reste toujours un combat, c'est pas facile. Et après, moi je dirais, à tout ça, il ne faut pas oublier la dimension culturelle du paysage, la partie invisible du paysage, ce que représente le paysage pour les hommes qui le pratiquent. Un lieu, une ville, un paysage est chaque fois différent selon l'endroit où on est. Et la manière dont les gens s'approprient ces paysages, on le voit beaucoup, on l'a beaucoup ressenti à la concertation sur Toulouse. Ça fait partie de leur ADN aussi, c'est vraiment leur inconscient. Je me rappelle de cette personne qui disait, en parlant du canal du Midi, mais le canal du Midi, c'est notre tour Eiffel. Donc il y a d'autres qui disent le canal du Midi, c'est un bout de campagne dans la ville. Donc il y a un attachement, enfin moi j'étais très très touchée par cet attachement exprimé par les habitants de Toulouse sur ce canal. Et il y a une vraie attente. Et donc voilà, moi je rappelle que l'homme est aussi dans il y a l'environnement, donc son bien-être, de faire de travailler sur améliorer le cadre de vie des habitants. Il y a aussi cette dimension culturelle du paysage qui est hyper importante pour moi. On va vous donner la parole dans 1 minute ou 2, mais Michele, j'ai une dernière question pour vous, parce que vous l'avez dit, vous avez été habitant de Toulouse au début des années 2000. Aujourd'hui, vous êtes architecte, urbaniste, vous êtes acteur de cette ville. La donne, elle a un petit peu changé. Vous voyez la ville différemment. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cette session, la métropole et la ville se sont dotés de moyens pour bien anticiper la structure urbaine de la ville à venir. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais déjà, c'est ce que Jacqueline fait, ce que nous portons aussi, c'est la possibilité de pouvoir agir et anticiper les problèmes. Quand je suis arrivé à Toulouse, 2000 à peu près, la première fois, après il y avait les travaux de la 2e ligne de métro, bon évidemment avec ce qu'on va vivre aussi avec la 3e, parce qu'on est aussi acteur là-dedans. J'ai eu le sentiment, un habitant, là j'étais, bon évidemment j'étais déjà dans ma profession, qu'on découvrait les quartiers avec l'arrivée d'une gare. J'ai toujours un souvenir d'une sortie de gare à Bordeaux-Rouge, et je dis mais c'était un peu lunaire, c'était un peu... j'ai dit bon, il y a des choses qui ne vont pas. Et on parle de 20 ans. Ce que je trouve génial aujourd'hui, que la métropole de Toulouse a fait expérience aussi de ça. Donc on anticipe toutes ces études urbaines en même temps qu'on étudie les transports pour éviter ce type de situation. Et ça, c'est quelque chose que, pour le citoyen, c'est fondamental. Les nouveaux quartiers, on les a évoqués. Et un dernier, quand même, et il y a aussi dans cette dernière vingtaine d'années, il y a eu aussi vraiment la prise de conscience, je pense qu'on l'a dit de façon différente, mais du rôle de l'usager, que ce soit dans le paysage, dans le bâtiment d'architecture, dans l'espace public. Avant tout, c'est une cathédrale de platane du canal du Midi, une place du Capitole, un lieu mythique de l'histoire de Toulouse, c'est de les réactiver, les régénérer, redonner des émotions, et redonner envie de revenir dans cet endroit-là et de les vivre. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, on le doit dans notre profession.
Allez, on va ouvrir le débat avec vous. On va faire circuler les micros, donc n'hésitez pas à vous manifester et à formuler vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes, hein. Ce qui se dit ici reste ici. What happens in Toulouse stays in Toulouse. Voilà, on a une question, jeune homme au premier rang. Bonjour. Ah, ça fait du bien, là, cette chaleur qui descend. Allô? Oui. On vous entend. Super. Allô, allô? Oui. Alors pareil, collez bien le micro au menton. Alors, on a parlé du stationnement juste avant en ville. Du stationnement? Oui. Oui. De supprimer des places de stationnement, etc. Oui. Moi, j'avais une question un peu. Est-ce que les gens qui stationnent en ville habitent en ville? Et dans la mesure où ce n'est pas le cas, est-ce que des politiques de suppression de places de stationnement, ça ne va pas créer justement une vie à deux niveaux, entre guillemets, entre le centre et la périphérie, entre guillemets? J'ai une autre question. On va répondre à celle-là en premier lieu, Oui. puis après Alors, votre avis sur le stationnement? Jacqueline, Alfred ou Michele? Je prends la parole là. Allez-y, Jacqueline. C'est une vraie question. C'est-à-dire que quand on veut améliorer désimperméabiliser en ville, planter, végétaliser, etc., on en a besoin. Après, ça passe évidemment par des politiques sur le transport en commun, de mieux desservir le centre-ville par les transports en commun, par éventuellement des parkings qui sont juste à l'entrée du centre-ville. C'est effectivement une question. Et c'est la question qui est posée dans toutes les capitales, enfin toutes les métropoles. Voilà. Alfred, votre position là-dessus? Oui, je pense pas du tout que ce soit discriminatoire entre la périphérie et le centre-ville. C'est un vieil argument, une vieille lune qu'on nous raconte depuis 30 ans. Donc je ne veux même pas en entendre parler parce que ce n'est pas du tout une question qui me semble être, dans une problématique centre-ville-périphérie. Les voitures doivent être dans des parkings, dans des boîtes, rangées. Et on a inventé ça pour ça. Il y en a un en dessous, là, je pense, non? Oui, un très grand parking souterrain. Et donc, on a des endroits pour ranger les voitures et l'espace public. C'est beaucoup mieux de l'utiliser à autre chose. En périphérie et au centre-ville, mais aussi en périphérie. Mais encore faut-il pouvoir creuser, on ne peut pas toujours le faire. Il faut surtout fabriquer des villes dans lesquelles on n'a pas besoin, en périphérie, d'avoir 3 voitures par famille. Oui, ça c'est vrai. Michele, sur la place de la voiture en ville. Peut-être voilà, dans l'expérience à l'échelle de la rue secondaire, déjà, c'est un test que nous faisons dans la recherche. Là aussi, aller chercher la place, le volume qui n'est pas utilisé. Alors, ce sont des modèles nouveaux. Mais on peut aussi, pour libérer une rue secondaire, on peut mettre en commune des places de stationnement, peut-être soit en sous-sol d'un immeuble qu'il y a une seule voiture et le reste est vide. Il faut changer des modèles de participatifs au niveau foncier. C'est un long, mais réfléchissons déjà à cette échelle-là. Par rapport à l'échelle, je suis d'accord aussi, il n'y a pas une vraie limite entre l'urbain et le périurbain. Le transport, on le vit dans des départements où les flux sont beaucoup plus importants. Ça ne sera pas ça que résoudra le sujet de la voiture. Et vous aviez une deuxième question, je crois. Et on aura une question ici aussi tout à l'heure au premier rang. Du coup, ma deuxième question, c'était un petit peu quel est le périmètre d'action en fait, des politiques d'urbanisation, dans le sens où Toulouse, c'est une ville qui est entourée d'une grande banlieue pavillonnaire. Et je me demandais un petit peu, est-ce que par exemple, la place des... est-ce que vous pensez, par exemple, à faire des régulations sur le nombre, la surface de piscine, par exemple? Est-ce que... quel est en fait, est-ce que vous pensez toucher à la piscine individuelle aussi? Parce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? Alors, est-ce que
la piscine individuelle est un enjeu dans l'urbanisation. Quel est votre... Je ne sais pas si vous pouvez vraiment... C'est difficile de répondre. Je ne sais pas si j'ai envie de répondre à cette question-là. Je pense que l'intérêt collectif et il y a tellement d'autres questions qui me semblent tellement majeures à résoudre avant que ce problème-là. Après, c'est effectivement, on est pour l'intérêt collectif. Il y a Alfred. des choses à faire, notamment au niveau de... Il se trouve que j'en ai une, donc je peux en parler. C'est du vécu. Et je peux vous dire qu'elle ne sert plus à rien, puisque cet été, j'étais à Lyon, il a fait 40, 41 degrés pendant 3 semaines de suite. La piscine est impossible, parce qu'elle chauffe, quoi. Elle devient verte, l'eau est impossible à tenir. Donc je pense que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en général, il y a des arrêtés de sécheresse maintenant systématiques dans toutes les régions, quasiment à partir du 15 juin. Donc vous ne pouvez même plus la remplir. Donc la piscine, c'est fini. Michele, la piscine, c'est fini? Oui, je pense aussi, on ne peut pas continuer. Moi, je pense c'est pas toujours... raisonnable. Non, c'est pas durable, c'est pas durable. Après, il y a une façon. J'ai eu l'occasion encore de repasser en Pompéi cet été. Quand je voyais les impluviums et tout, en fait, c'était des bassins, mais c'était avant tout des îlots de fraîcheur, des courbes de fraîcheur. Oui. Donc, l'histoire, elle nous apprend toujours, mais d'une façon modérée, pas une utilisation. Voilà, on peut la réinterpréter, on peut, mais bon, voilà. Monsieur avait une question ici. Alors, on ne vous entend pas du tout, il faut vraiment coller le micro. Bonjour à tous. Moi, je suis donc de 45. Je vois que depuis 45, très peu de choses ont avancé. C'est maintenant qu'on commence à se poser des questions. Voilà. Sur le climat, surtout. Oui. L'environnement ne comptait pas à l'époque. On n'en parlait pas de l'environnement. Et maintenant, c'est peut-être un peu trop tard. Là, c'est une réflexion intéressante. Maintenant, on en parle, mais on ne fait pas grand-chose non plus, rassurez-vous. On en parle déjà, donc c'est le début peut-être de l'action. Mais si on veut vraiment rentrer dans le vrai sujet et à la hauteur du défi qui est devant nous, on est loin du compte. Mais ça veut dire qu'il va falloir vraiment prendre un vrai tournant aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a tout des paradigmes à faire évoluer et c'est toute une machine à penser la ville qui doit être complètement reconfigurée. Je vois un exemple très concret aujourd'hui. Vous avez encore des moyens que je trouve absolument incroyables pour les infras. La 3e ligne métro toulousain, c'est quoi, 1 milliard ou quelque chose de ce type-là. Si vous comptez tous les autres projets d'infra sur la métropole toulousaine, on doit être à 3-4 milliards sur un mandat d'investissement en infra. Le jour où on prendra la moitié de ce montant-là pour faire du climat, là on aura avancé. Alors oui, mais vous disiez tout à l'heure que le fait qu'il y ait par exemple 3 voitures par foyer, c'est pas acceptable, mais il faut dans ces cas-là que les transports en commun soient présents et disponibles pour effectivement que les gens ne puissent plus être dépendants de la voiture. Donc oui, il y a quand même un... On me dit toujours ça quand on ne veut pas... mais vous savez, le vélo, c'est le moyen le plus simple pour se déplacer. Oui, mais on ne peut pas traverser la rocade en vélo. Là, la rocade toulousaine qui entoure la métropole, on ne peut pas la traverser en vélo. On peut commencer par la base, c'est-à-dire la marche à pied. Le vélo, ce sont quand même 2 moyens de déplacement dont on a fait croire aux gens que c'est compliqué. C'est quand même un exploit incroyable de l'industrie automobile contre laquelle on a beaucoup de mal à lutter parce que dans chaque journal à papier classé, vous avez au moins 15 pages de pub pour les voitures. Donc vous voyez un peu face à quoi on est dans cette logique-là. Et aujourd'hui, donc, je commencerai par là. Disons que à Bordeaux, on avait travaillé sur le plan marche à pied. J'avais proposé d'enlever les 3 places de parking devant les boulangeries, quoi, pour que les gens, le dimanche matin, ils vont à pied aller acheter leurs baguettes. Souvent, ils sont à 200 mètres, 300 mètres, mais quand vous leur laissez cette possibilité, ben voilà, ils font... Pourquoi changer, quoi. Donc, il y a, vous voyez, toutes les choses très simples dans lesquelles on peut faire sans forcément avoir besoin des investissements lourds en transport public qui suivent. Jamais on a dépensé autant
je pense, dans les transports publics dans les 20 dernières années en France. Mais on part de très très loin, vous voyez, donc ça se fait. Mais moi, je vois le phénomène majeur que je ressens en ce moment, c'est que le transport public a lancé le vélo en France. Et en ce moment, le vélo est en train de dépasser le transport public. Le Covid a aidé aussi à un peu vider, pas les voitures malheureusement, mais un peu les autobus et les métros. Mais aujourd'hui, la progression du vélo, elle est exponentielle. Ça, on peut s'en féliciter. Si on leur donne les moyens, par exemple, en enlevant toutes les routes le long du canal, vous aurez 3 personnes sur 4 qui vont dire non, c'est pourquoi je m'emmerde à trouver une place en ville, pourquoi je paye l'essence 2 € du litre, etc. Alors que c'est tellement simple. Les distances ne sont pas très longues en France. On n'a pas les vélos modernes, même pas les vélos électriques, mais les vélos classiques, eux aussi, on fait des pas énormes. Je pense qu'aujourd'hui, la distance de 10 km n'est plus un problème. S'il y a des infrastructures confortables, et c'est là où il y a une vraie association avec le climat, parce que vélo et projet climat, ce sont 2 amis. 1, parce que les vélos, ils ne polluent pas, et 2, parce qu'ils se déplacent dans ces infrastructures vertes, on parlait Jacques. On prend une question de madame, s'il vous plaît, au milieu de la salle. Allez-y, levez la main pour qu'on vous voit bien, madame. Voilà, qu'on vous amène le micro. Merci, bonjour. J'ai entendu plein de choses très sympathiques que j'aime beaucoup, les voitures dans les boîtes, les transports en commun, le vélo. Alors, remontez le micro, madame, sinon on ne vous entend pas. Le vélo, j'ai rien contre, mais à 80 ans, j'avoue que j'ai un peu de mal. Les arbres, la forêt, tout ça, en ville, c'est très bien tout ça. Bon, moi, j'habite à côté du canal, sur le canal, donc tout ça, c'est très bien. Par contre, le thème, c'était regard croisé et changement climatique. Or, il y a un sujet qui me semble qu'on n'a pas du tout abordé, c'est que l'eau va manquer. On ne va plus avoir d'eau. Déjà, quand on regarde la Garonne actuellement, elle est bien basse. Et bon, les îlots de fraîcheur par le canal, c'est merveilleux, mais tant qu'il y aura de l'eau dans le canal. Comme vous l'avez dit, la réflexion des architectes, des urbanistes et des paysagistes, c'est anticiper. La ville, on l'a construite pour dans longtemps, et dans longtemps, il n'y aura plus d'eau. Ou alors, il faut l'économiser. Il faut trouver des moyens de l'économiser. Et je ne connais pas du tout le sujet, mais il me semble qu'en matière d'urbanisme, en matière d'architecture, il devrait y avoir des réflexions très importantes, ne serait-ce que sur ce sujet, économiser l'eau. Bon, chacun peut l'économiser, mais au niveau d'une ville, je pense qu'il doit y avoir des choses à faire et j'entends jamais rien sur ce sujet-là. Alors, est-ce qu'à l'échelle des politiques d'urbanisme, on pense économie d'eau aujourd'hui, Jacqueline? Sur l'économie d'eau, déjà, c'est vrai que le fait de désimperméabiliser les sols permet à l'eau déjà de pénétrer et d'alimenter la nappe. Donc déjà, c'est vraiment, je pense que les directives de l'État poussent dans ce sens-là. C'est pas toujours facile parce que y a des politiques d'urbanisation, il y a vraiment toute l'approche, je dirais, la sobriété foncière devrait faire partie aussi de nos réflexions, faire partie des réflexions. Sur la question de... donc déjà, ça commence par là. Après, c'est vrai, la ressource, à un moment donné, si elle manque, il faudra effectivement économiser l'eau autant que possible. Je pense que, par exemple, si on prend sur le fait de désimperméabiliser à Toulouse, et je me réfère aussi au canal du Midi, c'est que le port de l'Embouchure, il y a un endroit absolument incroyable, le port de l'Embouchure avec le jardin des Filtres. C'est l'occasion de faire ici un parc à l'échelle de la métropole, mais il y a un échangeur autoroutier à cet endroit-là, avec une bretelle d'autoroute, qui pourrait franchement être, mais ça prendra du temps à le faire, mais d'envisager de transformer ce lieu-là, parce qu'il y a la possibilité de contourner,
Donc de désimperméabiliser au sein même de la ville, il y a des occasions qui sont là, qui sont peut-être parfois ambitieuses, mais il faut commencer tôt pour pouvoir y arriver et pas baisser les bras. Et c'est vrai que la question du paysage à travers le Grand Parc Canal, c'est une forme de levier où on commence, parce qu'on hérite de choses très fragmentées, on perd les logiques et la cohérence des lieux, tout simplement, ne serait-ce aussi bien gérer les ressources, la ressource en eau, il y a des barrages, enfin bon, c'est tout un ensemble. Donc le paysage est un moyen aussi pour y arriver. Et Alfred, et puis on donnera la parole à Michele. Je voulais juste dire que peut-être qu'on n'en a pas parlé parce que ça nous paraît tellement évident. Dans notre métier, l'eau, c'est tout. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie. Donc c'est peut-être une omission parce que c'est quelque chose qui est consubstantiel à notre métier. Et je peux vous rassurer, je travaille beaucoup en Inde. En Inde, il pleut 2 mois par an pendant les moussons. Et après, plus rien, pendant 10 mois. Donc, et donc il faut, en Inde, garantir la ressource en eau pour 1,4 milliard de personnes pendant 10 mois où il ne tombe pas une goutte d'eau. Est-ce qu'ils y arrivent? Pardon? Est-ce qu'ils y arrivent? Sinon, ils seraient tous morts. Et comme c'est tout un art, finalement, de gérer l'eau. L'autre pays qui me paraît totalement exemplaire dans ce domaine, c'est Israël. Israël est dépendant de l'eau du Golan. Le Golan, il est en Jordanie. Et que si demain, les Jordaniens se mettent en colère contre les Israéliens, les Israéliens n'ont plus d'eau. Et il y a tout un art de la gestion de la goutte d'eau que les Israéliens ont développé à merveille. Donc il y a, vous voyez, vous trouvez dans le monde beaucoup de situations de crise de l'eau qui ont permis de développer des choses auxquelles, comme tu les évoquais, Jacqueline, le stockage, les réservoirs, les zones humides, tous ces sujets-là vont rentrer aussi dans une nouvelle ère, aussi dans la gestion de l'eau pour nous. On commence très concrètement à mettre des citernes dans les espaces publics pour récolter, stocker les eaux des toitures, par exemple. C'est très basique et très facile à faire. Après, on peut l'étendre à l'échelle du territoire, à l'échelle d'un fleuve, pour que... Oui, mais voilà, je ne sais pas si vous avez voyagé un peu en Inde, mais c'est très intéressant de voir comment on fabrique finalement de la vie avec des climats dans lesquels il y a très très peu d'eau. Michele, si je peux ultérieurement rassurer, madame, votre question est tout à fait pertinente, mais sachez qu'aujourd'hui, nous, on doit déjà des réponses au lot auquel on répond, c'est déjà intégré dans la demande de s'occuper du cheminement de l'eau. Jusqu'avant, on faisait moins attention. On le rejetait peut-être vers l'extérieur et tout. Voilà, on parlait d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible. On le maîtrise et au contraire, justement, avec un travail très proche entre les paysagistes et les architectes, dès la forme du volume, on récolte l'eau et on la ramène. Alors, soit on l'infiltre déjà pour régénérer le sol, pour alimenter le paysage, ou simplement on l'utilise pour rafraîchir l'eau. C'est pas vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas une attention à ça, c'est pas du tout tout. Et l'autre réponse aussi, c'est ce qu'on a dit aussi, vous disiez, quelle est la réponse? Mettons la matière où il y a besoin, c'est ce que j'ai dit. Là je parle des bâtiments, d'architecture. Mettons l'inertie qui est une propriété propre à la matière, que ce soit de la terre, du béton concassé, du bois, peu importe. Mais faisons cette attention. Aujourd'hui, on répond à ça. Alors, c'est sûr, c'est des réponses qui arrivent aujourd'hui. On a pris conscience il y a 5 ans, peut-être, mais on y est. Il faut regarder ça avec beaucoup de positivité. Être pour positif, oui, exactement. On a une question ici, s'il vous plaît, et derrière aussi. Madame, bonjour. Bonjour. Vous militez, à mon avis, à juste titre pour la disparition progressive des voitures dans les grandes villes, d'abord. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé à Paris, parce qu'on a quand même l'exemple de Paris, nous, en France, qui a été assez comment dire, prégnant. Et je voulais savoir, tout simplement, sans idéologie, mais vous, à ce stade du projet parisien, comment vous jugez l'impact
sociétal, urbain, social, de ce retrait assez brutal quand même de la voiture dans la ville. Ça, c'est un vrai sujet d'urbanisme. Jacqueline. C'est un vrai sujet d'urbanisme. Approchez le micro et parlez. Aujourd'hui, en tout cas, bon, moi j'habite dans Paris, donc je ne suis pas à l'extérieur de Paris, donc j'ai pas... C'est clair que le fait de récupérer des lieux... Approchez le micro, Jacqueline. Voilà. Je pense au bord, par exemple, la Seine. Aujourd'hui, avant, elle était inaccessible. C'était les voitures qui passaient. Aujourd'hui, vous allez au bord de Seine, c'est un lieu de vie très important. Tout le monde, c'est un lieu d'usage, de rencontre. C'est un peu ce qui se passe aussi au bord de la Garonne ici. Il n'y avait pas les voitures. C'est vrai que le fait qu'il y ait moins de voitures dans Paris, on le ressent. On le ressent par plus de... Enfin, là où je suis, j'ai peut-être de la chance d'en bénéficier, mais il y a moins de... C'est beaucoup plus calme. Et je pense qu'après, avec le Covid, quand nous, les Parisiens, on était coincés dans notre quartier, à quelques... Je crois qu'on n'avait vraiment pas beaucoup un rayon on pouvait se balader dans un rayon assez restreint. La présence des espaces publics était quand même hyper important pour nous. Voilà, l'espace extérieur. Et la qualité de l'air, ça s'en ressent aussi au niveau sonore, au niveau de la qualité de l'air. Alors peut-être que, quand je dis moi je suis bien placée, c'est que j'ai bénéficié d'un retrait des voitures important dans le quartier où je suis. Peut-être que ça se reporte sur d'autres axes et que c'est plus important. Mais cette démarche-là, moi je salue la démarche très volontaire qui a été menée par la maire de Paris. Elle est très critiquée aussi, hein, ça ne fait pas des joyeux. Mais il y a quand même, comment on prend ce sujet de la voiture autrement que d'être un peu radical. Allez, on a une question de madame et monsieur derrière. Oui, bonjour. Avant ma question, j'ai une toute petite remarque en fait par rapport à la question de la dame sur l'eau. Moi, je travaille beaucoup pour des promoteurs immobiliers et au-delà de restituer l'eau en fait à la parcelle, il y a aussi une réflexion sur l'utilisation de l'eau grise. Ça veut dire en fait c'est toute l'eau qu'on peut avoir en fait l'eau qui est un petit peu polluée, en fait c'est un peu les eaux usées et en fait on va les réutiliser sur site ou les eaux pluviales, ce genre de choses, mais directement un petit peu différemment. Et ça c'est aussi tout un enjeu parce que ça permettrait de l'eau normalement qui part en fait en station d'épuration, là elle serait traitée sur site et on les réutilise. C'est hyper important parce que y a des études qui montrent aussi qu'à 10, 20, 30 ans, on a 50% de nos arbres en ville qui vont mourir suite au réchauffement climatique. Donc c'est vraiment un gros sujet. Alors ma question n'était pas celle-là, c'était, moi je travaille sur la biodiversité, sur les programmes immobiliers pour ramener en fait de la nature en ville. Mais en fait, on augmente en fait ces surfaces-là. Et moi, ma question, c'est est-ce que les politiques aujourd'hui se rendent compte qu'il va falloir aussi de l'argent pour entretenir tous ces espaces? Parce que l'enjeu, c'est on augmente les surfaces. Et aujourd'hui, en fait, nous, en tant que, par exemple, citoyens, on n'entretient pas, on fait entretenir nos espaces verts par des entreprises. Et en fait, ça, c'est un enjeu, c'est que ces espaces, un arbre, à un moment, il y a une branche qui tombe, il y a un coup de vent, il y a de plus en plus d'espaces de verdure, et ça a un budget. Et ça, en fait, ça se budgétise. Est-ce qu'on aura les moyens d'entretenir nos espaces verts dans les centres-villes? C'est ça, hein, l'essence de votre question. La question des moyens, est-ce qu'on l'a anticipé aussi? Ce qu'il faut, c'est les entretenir le moins possible. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de trouver les moyens pour les entretenir, je dis d'une façon parfois très provocatrice, si on récupérait déjà tous les jardiniers qui jardinent au milieu des ronds-points, on dégagerait une ressource de temps, d'heures de travail. Mais ça, c'est juste une boutade. Mais fondamentalement, ce qu'on pense, c'est qu'on les entretient beaucoup trop. On met beaucoup trop de moyens. Il faut laisser la nature telle qu'elle est. Juste la guider un peu. C'est vrai qu'on a vu avec le zéro phyto, par exemple, quand il a commencé à avoir des petites touffettes d'herbes qui poussaient dans les caniveaux, les administrés appelaient les maires en disant qu'est-ce qui se passe quoi, là c'est la fin du monde, nos impôts ça sert à quoi, etc. etc. C'est toute une esthétique, c'est une façon
regarder, on est habitué au parc anglais avec la pelouse nickel. Ça veut dire aussi qu'avec le réchauffement climatique, on accepte l'idée, comme disait madame, que peut-être 50% de la végétation va mourir. Avec le réchauffement climatique, on accepte aussi l'idée, si on n'entretient pas, que la végétation meurt. Ben, elle a son cycle de vie, de toute façon, comme nous. Hein, donc, et quand nous, vous regardez dans les vrais milieux sensibles, même le végétal mort joue un rôle très important dans la biodiversité. Vous voyez, donc c'est aussi une révolution de considérer, d'ailleurs le mot espace vert, il faut le bannir, je pense que c'est un héritage d'une époque où justement on pensait qu'il fallait faire des parcs anglais partout, quoi. Donc ça c'est fini. Je pense que c'est difficilement accepté encore aujourd'hui que la nature soit pas entretenue, qu'elle soit... Il faut qu'elle soit belle. Mais c'est ça la seule façon d'étendre d'une façon significative les surfaces avec une forte valeur biologique. Hein. Monsieur, vous aviez une question, et puis on conclura là-dessus. Merci. J'ai été très sensible à ce que vous disiez sur les courants d'air frais qui seraient amenés par des voies naturelles de ventilation, et qu'aujourd'hui j'ai compris qu'il y avait des obstacles physiques, peut-être des bâtiments ou des forêts ou je sais pas, des géométries qui ne seraient pas propices. Mais quels sont les leviers de l'urbaniste pour éventuellement tomber ces obstacles? Si c'est des bâtiments, il y a des gens qui habitent dedans. Si c'est des terres constructibles, peut-être qu'il y a des promoteurs qui sont intéressés. Quels sont les leviers concrets en fait, que vous avez pour mener à bien ces projets-là? Aucun. C'est bien le problème. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de maître d'ouvrage, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Mais on sait déjà aujourd'hui le simuler de façon scientifique. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment fonctionnent ces courants d'air. Et parfois, on a des résultats assez cocasses. On fait ce travail actuellement sur la ville de Bâle. Sur l'aéroport. L'aéroport de Bâle étant très proche du centre-ville de Bâle. Et on a remarqué dans ces simulations que la piste principale est un des couloirs de rafraîchissement les plus importants pour la ville de Bâle. C'est un peu cocasse, mais c'est intéressant. D'ailleurs, les gens de l'aéroport ont vite compris l'intérêt, puisqu'ils ont immédiatement lancé une campagne de communication comme quoi l'aéroport est un maillon essentiel dans le système de climatique bâlois, ce qui a créé un débat d'ailleurs assez intéressant, puisque pour l'instant, tout était orienté sur l'avion propre, mais jamais ils ont imaginé que finalement leur infrastructure, parce que la piste c'est un couloir de 3 km sans aucun obstacle, pouvait rentrer dans cette logique-là. Et après, c'est bien ce que je disais, c'est qu'il faut transférer des moyens, des mobilités vers le climat. On sait construire un métro à 1 milliard. On a les outils pour le faire, on a les procédures pour le faire, on a tous les entreprises pour le faire. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à ce qu'on déplace des très gros moyens des infrastructures, tout confondu, vers le climat. Sinon, on peut toujours se retrouver dans 20-30 ans, on suera encore un peu plus qu'aujourd'hui, et il ne se sera toujours rien passé, comme vous le disiez, monsieur, depuis 45. Michele? Oui, effectivement, il y a un problème déjà de bureaucratie pour arriver à faire ça. Après, faisons déjà avec ce qu'il est là, réparons quand c'est possible. Des fois, on peut ouvrir aussi des couloirs. Il y a des situations. On ne fera jamais de l'haussmannien, mais il y a aussi des choses qui peuvent être réanimées par un dessin urbain qui sera mieux maillé. Voilà. Mais c'est complexe. Est-ce qu'on peut amener un micro à Jacques Rosin qui est là, qu'on félicite et qu'on remercie parce qu'il c'est l'architecte des tables rondes, Jacques, si quand même. Non, ce que je voulais répondre à madame sur les eaux grises, je voulais vous dire que demain, il y a la présentation du schéma directeur de l'eau de la métropole et il sera fait allusion à toutes les expérimentations d'utilisation de l'eau grise, notamment pour tout ce qui est le nettoyage du métro, par exemple, où on dépense énormément d'eau aujourd'hui, de l'eau courante.
et sur lequel on va avoir des expérimentations pour utiliser et ne pas gâcher l'eau, si je puis dire. Exactement. Donc, demain, présentation. Donc demain, venez assister à cette table ronde. D'autres questions? Oui, monsieur, une dernière question là et puis on va conclure. Voilà, monsieur. Levez la main, monsieur, pour qu'on vous voilà, qu'on vous identifie. Bonsoir. J'avais une question sur l'agriculture urbaine. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui rentre dans votre considération sur de l'urbanisme, ou est-ce que c'est plus un épiphénomène, ou est-ce que vous y voyez une portée sociale? Voilà. L'agriculture urbaine. Quel est votre point de vue sur l'agriculture urbaine? Est-ce que voilà, ça peut être un facteur aidant dans le cadre du réchauffement climatique et du développement des villes du futur, ou ça reste un phénomène marginal pour vous? Ou pas d'avis sur la question, hein, c'est possible aussi. Hein. C'est un peu difficile à répondre, ça dépend. Sur les métropoles, c'est toujours bien de travailler. Alors, on utilise les toitures pour faire de l'agriculture urbaine, mais a priori, un arbre ou planter, c'est quand même mieux de planter dans de la pleine terre. Et j'aurais plutôt envie de me battre sur le fait de réserver de la pleine terre dans les opérations immobilières qui se font pour vraiment avoir de la pleine terre et pas planter sur du parking. Après, on peut rajouter voilà, pour moi, c'est un phénomène, un épiphénomène. Bien sûr, ça améliore un petit peu, mais c'est quelque chose en plus, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour vraiment changer, lutter contre le réchauffement climatique. Michele? Oui, déjà, nous, on se donne un principe déjà à l'agence, c'est là où il y en a, on la préserve. Voilà, on ne la consomme pas davantage. Après, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, mais déjà, n'empirons déjà pas la situation dans les quartiers où il y en a. On peut, voilà, il y a plein de formes qui se sont développées dans ces dernières années. C'est voilà, c'est plutôt de la sauvegarde, mais ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Alfred? Pareil. Une dernière question. Ah, il y a plein de questions. Monsieur lève le bras. Il faut dire qu'il fait meilleur, là. Si quelqu'un veut nous apporter l'apéritif, on est bien. Hein. Il fait bien meilleur que tout à l'heure à 14h, je peux vous dire. Non, merci pour le débat, c'est extrêmement stimulant. J'avais une question sur la... Vous parliez tout à l'heure de l'extérieur de la ville, on regarde la ville de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui était tout à fait stimulant, et l'histoire des frigidaires aussi. Moi, la question que j'ai, c'est sur l'adéquation du développement d'une ville, la capacité à concentrer des activités humaines donc dans un endroit restreint, la capacité d'un territoire écologique à accepter une activité humaine, une concentration d'activité humaine. Est-ce qu'il y a un raisonnement qui se développe, une mesure ou des techniques qui permettent de savoir jusqu'à quel point un territoire écologique, un bassin versant, des espaces de forêt, des choses comme ça, dans la perspective d'un réchauffement climatique, est-ce qu'on est capable finalement de conserver une agglomération d'1 million, 2 millions de personnes dans un territoire donné? Ou est-ce que finalement on n'arrive pas aux limites d'une capacité d'un territoire écologique à satisfaire les besoins des écosystèmes que nous avons, dont nous avons besoin? Je pense par exemple aux Pays-Bas, qui depuis quelques années ont dit qu'il y a trop de monde aux Pays-Bas. On ne peut plus accepter plus de monde. Énormément de terres qui ont été trop alimentées avec des engrais et des pesticides qui sont mortes. Donc ils ne peuvent plus, ils sont arrivés au bout de leur capacité d'acceptation d'une concentration d'activité humaine. Donc est-ce qu'on a des outils ou des méthodologies qui permettent aujourd'hui de donner une première idée sur la capacité finalement d'une activité humaine à se développer sur un territoire? Ou d'un territoire. La Californie par exemple. Ah, quoi? La Californie. La Californie. On voit bien quand ils sont arrivés au bout du truc. Ouais. Il n'y a plus, c'est fini. Quoi. Est-ce qu'on a des outils pour mesurer ça, pour anticiper ça? Vous revenez un peu au début de la boucle sur la question de l'inversion du regard. C'est précisément cet enjeu-là. Vous voyez, aujourd'hui, on voit bien que sur les espaces naturels, il y a une pression énorme à laquelle la puissance publique a répondu par une protectionnologie énorme. Et donc, je vois bien un conflit d'usage aujourd'hui entre la protection d'une part, nécessaire pour garder les bijoux de famille, et de l'autre côté, le droit tout à fait légitime des habitants de la métropole de jouir de ces espaces-là. Et c'est un rapport de surface qui est important
entre une ville millionnaire, elle a certainement besoin d'un espace, ce que j'appelle les nouvelles ceintures vertes. Vous voyez, à une époque, on faisait des ceintures vertes défensives pour des questions militaires. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet de fabriquer des ceintures vertes climatiques dans une proportion qui peut aller de 10 à 20 km par rapport au centre de l'épicentre, qui sont aptes à répondre à la question que vous posez, tout en ayant cette capacité à absorber la pression humaine. Sinon, on va rentrer dans une espèce que je sens déjà souvent, c'est-à-dire que dans les procédures réglementaires qui gèrent aujourd'hui les territoires, l'idéal, si on les respecte, c'est qu'il n'y ait plus d'humains qui y rentrent, quoi. Donc, c'est impossible dans une ville dense de rentrer dans cette voie-là, je pense. Et on arrive au terme de cette session qui a déjà largement débordé. Moi, je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement nos intervenants. Merci beaucoup à tous les trois pour avoir partagé vos points de vue fort intéressants. Merci à vous de votre attention et de votre participation active. On se retrouve dès demain matin, 10h, même si la France gagne, et la France va gagner. À 10h, je vous attends ici hyper nombreux, hein, shooté au café, mais pour la première table ronde de la matinée. Merci à tous, excellente soirée et à demain.